Voilà, le débat est bien lancé, je crois. On va donner, pour les quelques minutes qui nous restent, la parole à la salle. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Alors, je ne sais pas qui a un micro. Oui, ok. Si, ouais. Voilà. Alexis, si les questions te sont adressées, je te Donc, laisse la place. c'est une question, et puis, mais avant la question, c'est un témoignage d'un quelqu'un qui a fait un burn-out et qui en est rescapé tout en restant dans la même entreprise et qui était heureux après. Et donc, cette entreprise qui fait cas d'école dans les écoles de commerce, ma fille est en école de commerce, pas celle-ci, mais une autre, elle me dit, mais papa, tu as vécu dans cette entreprise qui s'appelait Orange. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, moi, c'est, vous avez très intéressant ce que vous avez dit. Par contre, je trouve qu'il y a des règles très simples pour qu'on puisse vivre bien. Et quand on vous écoute, ça peut paraître très compliqué. Mais revenons au bon sens. Là, comme très souvent, revenons au bon sens. Donc, il faut que le travail soit sain. Pour que le travail soit sain, deux notions, qualité, quantité. Quantité, pour monsieur là, qui voit la vie des entreprises, effectivement, la quantité de travail, elle est importante aujourd'hui dans un monde de concurrence. Pas de problème. Mais la qualité, elle est aussi hyper importante parce que, comme il a été dit, les plus motivés. Mon collègue qui est mort le 14 juillet, que M. Delgen connaît très bien, à Marseille, qui est dans mon unité et qui était dans mon département, que je connais très bien la situation, il est mort le 14 juillet. Pourquoi il est mort? C'était un mec le plus motivé. Les je m'en foutistes, eux, il n'y a pas de problème pour les je m'en foutistes. Il n'y a aucun problème. Donc les entreprises, les directions, elles devraient faire très attention à ces gens-là. Hein, c'est le technicien, ainsi de suite. Donc les plus motivés, donc un travail sain, et on doit reconnaître surtout la qualité. Or, le management de proximité, aujourd'hui, c'est la grande défaillance. Management de première proximité. Qu'est-ce qu'on a mis dans les managers de première proximité, surtout dans les grandes entreprises, mais maintenant dans les petites PME aussi, là où mon frère travaille. Petite PME de 300. Qu'est-ce qu'on a mis? Des managers qui sont que des pilotes. Très souvent, Bac plus 5, formés dans les écoles de commerce des années 90. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Vous devez piloter et ne mettez surtout pas les mains dans le cambouis. Une catastrophe au niveau du management. Une catastrophe. Donc alors là, le reporting, le PowerPoint, ils savent le manier. Mais il ne faut pas leur poser une question sur le boulot. Et c'est une catastrophe pour, malheureusement, dans les premiers niveaux, il y a encore des anciens qui aimaient le travail bien fait. Mais on leur a dit, comme à France Télécom, maintenant, il ne faut pas être le meilleur, il faut être le moins mauvais. Le moins mauvais. Et alors, eh bien, ce qu'on fait, c'est quand on pose la question au chef, il ne sait pas répondre. Comme quand vous posez la question au téléphone, où il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, et où vous n'avez jamais la bonne réponse, comme à Orange et tous les autres, c'est tous pareil. Hein, vous téléphonez 3 fois, et moi j'avais une veste qui avait marqué Orange, là, qu'on m'avait donné à l'époque. Quand j'allais faire du ski, on me posait des questions. J'ai enlevé le truc Orange, tellement j'avais honte, j'étais plus fier de mon entreprise. Plus fier de mon entreprise. Et j'ai vécu dans l'entreprise où avant, les anciens, ils ne voulaient pas partir. Et mouvement, années 90, changement de statut, ils veulent tous foutre le camp maintenant. À 50 ans, ils aimeraient partir. Une catastrophe. Là. Donc c'est sur la qualité du boulot et ça n'a pas été dit, le dimensionnement des équipes. Une équipe à taille humaine, multitâche, multi-site, ainsi de suite, il faut regarder ça de près. Ça n'a pas été dit, ça. Et ça, le premier niveau, ça. Et aujourd'hui, excusez-moi, les managers, les petits jeunes qu'on arrive, il faut faire la mixité entre anciens et vieux, femmes et enfants. On va prendre d'autres questions. Voilà, alors j'avais une question ici et ensuite monsieur. Voilà. Oui, bonjour. Vous avez, a priori, de ce que j'ai compris, plutôt évoqué des grandes entreprises et plutôt des populations cadres. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des données qui traitent plus des populations ouvrières et des entreprises de plus petite taille, puisque 90% des entreprises françaises sont des TPE, c'est-à-dire des structures de moins de 20 personnes, où logiquement, on a un minimum de dialogue
à défaut d'un véritable dialogue social structuré. Donc si vous aviez des données, personnellement, ça m'intéresserait. Il y a une étude belge qui vient de sortir, là, la semaine dernière, il y a un mois, qui a été relatée la semaine dernière par le docteur Bernard Morat aux États généraux du burn-out. Alors, j'ai pas je dirais le nom de l'étude en tête, parce que j'ai pas trop dormi cette nuit, mais on a discuté. Ouais. Mais l'étude montrait que en fait, le burn-out n'est pas lié au métier, alors qu'on pensait que c'était quand même le cas avec les études de Frenberger, avec Malak, mais qui était lié en fait à l'activité. Et en particulier, par exemple, ceux qui ont une double activité, par exemple de professionnels, plus prise en charge aidant et soignant. Donc c'est l'activité qu'il faut regarder. Et donc, si on prend ce fil conducteur de l'activité, on voit qu'on peut trouver effectivement des cas nombreux, même dans les petites boîtes. Hein. Ce n'est pas simplement lié à la problématique de l'encadrement. Alors, dans notre étude, on a vu que les premiers touchés étaient les agriculteurs. Ensuite, vous aviez les managers, cadres, 800 000 personnes en France, 800 000 personnes, et y compris les chefs d'entreprise. À la différence que les chefs d'entreprise, même s'il y a aussi des suicides, hein, j'ai suivi les travaux de mon ami Olivier Torres à Montpellier avec un Maroc, hein, on voit bien. Mais les chefs d'entreprise peuvent mobiliser beaucoup plus facilement des émotions positives et bénéficient de plus de reconnaissance, donc ils font face beaucoup plus facilement que les cadres en entreprise à cette problématique. Vous avez raison par rapport au fait qu'aujourd'hui, effectivement, ça concerne plus les grosses entreprises parce qu'on entend beaucoup plus parler. Pour autant, on intervient aujourd'hui aussi bien dans des petites entreprises, effectivement, de 20 salariés que dans des beaucoup plus grosses. De la qualité dont on parlait tout à l'heure, effectivement, le dialogue social n'est pas pour autant différent. Si le dirigeant de la petite PME décide qu'aujourd'hui ses collaborateurs doivent travailler d'une certaine façon et que ça ne correspond pas non plus au niveau de qualité attendu par le salarié, ça peut aussi le mettre dans une souffrance terrible. Ce n'est pas forcément une question que de relationnel parce qu'il y a beaucoup de strates hiérarchiques ou parce que l'organisation est plus grosse, c'est aussi par rapport à ce que je me retrouve dans le sens du travail. Et dont on parlait de qualité tout à l'heure, effectivement, c'est tout à fait le cas. Oui, bonjour à tous, Gilles Rioux, je suis psychologue du travail et je vous remercie d'abord pour la qualité des interventions particulièrement éclairantes. J'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs expertises CHSCT consécutives à des gestes suicidaires, dont une sous l'égide de Jean-Claude que je salue. Au cours de ces expertises, j'ai pu observer deux choses et ça va amener deux questions, l'une à Madame Bataille et l'autre à l'ensemble des intervenants. La première, Madame Bataille, j'ai pu montrer que le système d'évaluation de la performance, notamment dans les grandes entreprises, quand il était faussé, pouvait avoir des conséquences assez dramatiques, puisque les gens, ne sachant plus comment ils sont évalués, comprenant qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, luttent encore plus pour monter dans les places du classement. Et je voulais savoir si, de ce point de vue-là, par rapport à l'enquête massive que vous avez pu mener, vous aviez observé les mêmes choses dans les témoignages de gens qui ont vécu des burn-out. Ça, c'était la première question. Et puis, la seconde question faisait écho à une remarque de Jean-Claude sur l'effet soufflé qui retombe. Et quand on se pose la question de comment agir par rapport face au burn-out, la plupart des entreprises maintenant, des grandes entreprises, mais ça se diffuse dans les PME, atteignent un niveau de complexité d'organisation du travail extrême et complexité qui devient parfois compliqué à comprendre et nécessite un niveau d'entretien très soutenu, mais qui n'a que rarement lieu en fait. Pourquoi, notamment par rapport à ce que disait Jean-Claude, pourquoi est-ce que cet entretien, ce temps consacré à l'entretien des ressources humaines, s'essouffle et ne se fait pas? Voilà, c'était mes deux questions, je vous remercie. Alors sur l'évaluation, effectivement, l'évaluation, c'est pas agréable de se faire évaluer déjà sur le principe de base. Après, j'allais dire, il y a certaines entreprises qui ont un système d'évaluation très très fort
extrêmement emprisonnant pour la personne, c'est-à-dire que dans le cas que j'évoquais tout à l'heure d'un grand cabinet, c'est-à-dire que si vous ne passez pas le seuil de l'évaluation au bout des 2 ans, vous sortez. Mais c'est affiché dès le départ, c'est-à-dire que vous entrez dans une entreprise, vous savez que dans 2 ans, ça passe ou ça casse. Le problème, c'est que tous les 2 ans, vous êtes mis sous une pression infernale en sachant que vous allez partir, ou en tout cas, vous allez peut-être souffrir. Donc, il y a toute une formation, il y a beaucoup de cabinets qui travaillent sur la formation des managers aux techniques d'évaluation. C'est-à-dire que le système d'évaluation en tant que tel, il peut être bien. Par contre, c'est la façon dont on va l'appliquer qui va poser problème. Donc, d'abord, former les managers à savoir évaluer, et savoir évaluer sur des critères objectifs, mais aussi sur des critères subjectifs, et c'est surtout ceux-là qui posent problème. C'est-à-dire que dans les formations, par exemple à l'entretien annuel, moi que j'ai pu faire avec des managers, très souvent, ils ont beaucoup de mal à mettre un indicateur, par exemple, subjectif. Parce qu'il y a, par exemple, des indicateurs comportementaux. Savoir faire preuve de plus de créativité. Ça, c'est un objectif débile. Excusez-moi, mais c'est débile. Parce qu'on peut lui faire dire bah, « non, t'es dans le rouge » ou « non, t'es dans le vert ». C'est ce qu'on appelle les injonctions contradictoires. C'est « suivez les procédures, mais soyez créatifs ». Donc là, on est typique dans un modèle d'évaluation qui ne tiendra pas la route et ça va dépendre de la façon dont le manager va l'appliquer. Donc là, il y a un gros problème de formation au niveau des managers sur les entretiens. Après, pour la deuxième question, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il y a vraiment beaucoup d'entretiens dans les entreprises et c'est vrai que les managers aujourd'hui font plus leur boulot de manager, ils font que des entretiens. Ils font du reporting, ils font des PowerPoint, ils font des réunions. Ce qui fait qu'ils sont de plus en plus rarement sur le terrain en proximité avec les salariés. Et ils ont plein d'entretiens à faire. Ils ont les entretiens annuels, ils ont les entretiens de formation, ils ont les entretiens seconde partie de carrière, ils ont les entretiens pro, ils ont les entretiens de mi-carrière. Ils ont plein de choses à faire, ce qui fait que ce sont plein de prétextes RH sur lesquels on peut parler avec la personne de ce qui va bien et de ce qui ne va pas dans son travail. Le problème, c'est qu'on le prend comme une évaluation noir ou blanc. Donc les managers, quand vous parlez des ressources humaines, c'est le manager ? C'est l'ensemble de l'entreprise. Comment ils consacrent de l'énergie à ça? Quand vous avez une voiture que vous utilisez énormément, il faut l'amener plus régulièrement au garage pour faire son entretien. L'huile, le vélo, etc. Aujourd'hui, les entreprises, ce qu'il faut en percevoir, ne font pas ça. Ou alors elles le font une fois. Tout le monde est très content pendant quelques semaines, quelques mois, éventuellement 1 ou 2 ans, et puis ça s'étiole. Et à ce moment-là, et c'est surtout à ce moment-là, j'ai plus percevoir qu'il y a d'immenses déceptions, où les choses ne durent pas, et des effets extrêmement violents qui peuvent se produire. Et je m'interroge sur le fait que ces mesures-là s'arrêtent. Pour moi, c'est un excellent levier de prévention du burn-out, et je ne comprends pas, je ne parviens pas aujourd'hui à comprendre comment quelques temps je pose dessus. Pourquoi est-ce que ça arrête alors qu'on sait parfaitement que ça va rester derrière? Je crois que au début de son intervention, Jean-Claude parlait d'une culture. En France, on a une culture plutôt curative que préventive. Et ça, on a l'occasion de le constater à plusieurs reprises. Et on le sait bien aussi, ce type de démarche-là, ça ne marche que si on installe une culture de la prévention. Et je pense que j'ai eu l'occasion, moi, de constater à plusieurs reprises certains effets pervers d'une réglementation extrême. Et qu'à un moment donné, le DRH ou le dirigeant, bien malheureusement, va choisir de mener une action parce qu'il faut bien répondre aux obligations. Et que du coup, le why, le pourquoi on le fait, et ce qui nous amène à mener ou pas une action dans la durée sincère et qui aura de réels impacts, parce que bouger une organisation, la simplifier, mettre en place des systèmes de régulation et reconnaître l'intelligence de chaque salarié et s'appuyer dessus, ça demande quand même... Ça a quand même du temps, mais ça demande quand même de suivre une ligne continue. Et moi, je pense qu'on aborde encore trop souvent le problème sous l'axe curatif et sous l'axe « je réponds à la réglementation » parce que j'ai peur. Simplement un petit compliment. Je pense que notre problème, il est que l'on a totalement individualisé l'évaluation des performances. Il y a quelques années, bon, moi je suis d'un âge assez avancé maintenant, mais
on travaillait différemment, c'est-à-dire qu'on évaluait la compétence d'une équipe, comme l'a dit tout à l'heure notre intervenant, c'est-à-dire qu'on était sur des bases collectives, ce qui permettait d'avoir bien sûr la dimension individuelle, mais aussi les complémentarités, les relations de travail, la dimension du dépassement de chacun, la transcendance, etc. Aujourd'hui, il faut revenir à ça, il faut revenir à des évaluations beaucoup plus collectives, à partir des équipes de travail, à partir d'équipes recomposées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut... Enfin, il n'y a qu'à Faucon, comme on dit, mais ça peut se faire. Chez Renault, par exemple, une des premières mesures pour rompre cet isolement que j'avais demandé d'impliquer, ça a été ce qu'on appelle la journée de l'équipe, où on a arrêté de travailler avec l'ordinateur, le stylo, tout ce qu'on veut, et où les gens, en fait, se sont réunis par équipe et ont discuté de leurs problèmes au travail. Mais ça a été fabuleux. On a fait ça 4 années de suite. Les gens ont abordé les questions véritablement, en sachant qu'on faisait abstraction de la hiérarchie. Alors parfois, ça n'a pas pu se faire, il faut dire les choses comme elles sont. Parfois, les gens n'ont pas pu vraiment s'exprimer par crainte. Mais globalement, le fait d'avoir remis sous tension avec la parole les gens qui pouvaient parler de leurs problèmes, ça a été quand même très très utile. Enfin, une chose qui moi m'est apparue, c'est qu'on est souvent connecté à des réseaux sociaux, plus ou moins actifs, etc. Mais en fait, on a un recul de l'attention réelle aux autres. Ça, c'est un vrai problème de notre société. Bon, moi, je rêverais d'avoir le temps d'écrire un livre, comme Sabine, etc., sur l'attention qu'on doit porter aux autres. Une réelle attention. Et ça, c'est un vrai sujet de notre société, parce qu'on est dans l'urgence totale, on est parfois dans une tension maximale au niveau des êtres, et on a de moins en moins le temps, le recul, pour porter l'attention qu'on doit apporter aux autres. Alors, on le fait avec les enfants, ça reste une phase de résistance forte dans nos sociétés, mais de plus en plus on est bousculé, on n'a plus ce temps avec les autres et pour les autres. Le problème, c'est qu'en fait, il faudrait mettre en place un véritable système de management de la prévention des risques dans l'entreprise, au même titre que les autres risques. Mais aujourd'hui, les entreprises le perçoivent trop comme une perte de temps. On parlait de dialogue, on parlait le fait de remettre les gens ensemble pour qu'ils puissent évoquer le sens de leur travail. On a l'impression qu'ils ne vont pas être productifs si on perd ce temps dans la communication. Tant qu'on continuera à penser des choses comme ça, on n'avancera pas sur la prévention des risques. Alors juste peut-être une dernière question, parce que le temps... alors il y a plusieurs personnes. Je crois que j'ai vu monsieur... Désolée. Oui, justement, puisque vous dites qu'on n'a pas le temps dans l'entreprise, depuis que je vous écoute, j'ai entendu madame dire tout à l'heure, on a plein de bouquins pour se renseigner sur le burn-out, que ce soit d'ailleurs pour les entreprises ou pour les salariés qui peuvent être confrontés à ce type de problème. Est-ce que ce serait peut-être pas à la société de prendre les choses en charge en mettant en place une organisation, quelque chose du type numéro vert, risque burn-out, où les gens peuvent à ce moment-là être directement en lien avec des experts qui leur disent qui leur aident à prendre du recul, parce que finalement le burn-out, pour la personne qui le subit comme pour l'entreprise, souvent c'est le manque de recul par rapport au quotidien. Alors, je réponds. Mais oui, ça sert de prendre du recul, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, la personne, elle a besoin aussi de mieux se connaître pour reconnaître ses propres signaux et trouver des sources de régulation. Mais on ne peut pas uniquement s'attaquer à ce phénomène-là d'un point de vue d'individu, parce que l'individu, il va peut-être effectivement aller se renseigner, appeler le numéro vert, avoir un espace d'écoute, de soutien, d'accompagnement, etc. Mais le lendemain, il retourne où? Dans quel environnement et dans quelle sphère et dans quel type de management? Qu'est-ce qui va lui donner envie d'aller retourner au travail? Qu'est-ce qui va lui donner du sens? Comment il va trouver un espace d'autonomie, comment il va générer et faire en sorte de recevoir plus de reconnaissance ou d'autres éléments. Donc, il y a aussi d'autres sphères. Et pour compléter, effectivement, ça c'est très, très important, mais pour compléter, je vais juste vous donner une petite anecdote. Moi, j'ai des gens qui me contactent parce qu'ils ont lu le livre, mais de la France entière.
Moi, je ne suis pas psy, donc je ne peux pas répondre à cette demande-là. Par contre, toutes les questions qu'ils ont, c'est est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un à aller voir? Donc, après, je les écoute. Est-ce que je vais les envoyer voir leur RH, leur manager, un psychiatre, l'hôpital, la cellule de souffrance au travail la plus proche? La première chose à faire, c'est de les informer. Et ça, vous avez plein de sites pour les informer. Après, la deuxième chose à faire, c'est de dédramatiser. Parce que la grosse peur qu'ils ont, c'est les tentatives de suicide pour eux et le risque de dépression. C'est le risque dépressif qui fait extrêmement peur en France. Et ils ont raison, parce que les burn-out, très souvent, on les soigne avec des antidépresseurs. Sauf que l'antidépresseur, il ne faut pas oublier que ça soigne aussi la migraine, ça soigne aussi les fibromyalgies, ça soigne aussi certaines autres pathologies. Donc il y a une fusion et un mélange des genres qui fait que les gens ont peur. Donc déjà, les informer, écouter leurs demandes, et après les orienter vers des professionnels et surtout pas des charlatans. Alors là, par contre, ça fleurit comme des petits... Bref. Donc il faut vraiment les orienter vers un médecin généraliste ou leur médecin du travail, un psychiatre, et vraiment des gens qui sont spécialisés dans l'aspect médical. Après, quand ils auront compris ça, on va pouvoir prendre en charge leur gestion de carrière et on va pouvoir prendre en charge au niveau global, au niveau société. Mais le fait que ça soit très très médiatique, le burn-out, il y a aussi un effet pervers derrière, c'est que ça fait très très peur aux gens. Oui, pour heureusement, compléter... les vrais burn-out, il n'y en a pas tant que... il y en a pas beaucoup. Les vrais graves et dramatiques, il n'y en a pas beaucoup. Pour compléter simplement, on parle de burn-out, c'est l'état extrême de l'effondrement. Mais avant d'arriver à là, Sabine l'a dit tout à l'heure, il y a 1 an et demi. Si on met très vite les choses à distance, si on met le travail à distance, si on prend des repos, c'était dit, on peut éviter ça. Dernière chose, et après je ne mobilise plus la parole, mais si vous voulez signer l'appel qu'on a lancé avec pas mal de monde, allez sur le site appelburnout.fr et vous pourrez donc signer massivement parce qu'on a 10 000 signatures et on veut continuer, soit pour créer des tableaux, soit pour abaisser les seuils, mais de toute façon, on n'y coupera pas. Voilà, merci. Bon, merci Jean-Claude, merci à tous les intervenants. D'abord pour la force de vos convictions. Les exemples très précis que vous avez donnés et l'enthousiasme que vous nous faites partager pour aller sur ces sujets qui sont extrêmement complexes. Et merci aussi, Maître Rambaud, pour l'attention que vous nous invitez à avoir aussi sur ces sujets-là par rapport aux exigences qui pèsent sur les chefs d'entreprise. Voilà, je crois que vraiment, on a eu un panel d'intervenants pluralistes, ouverts, et je crois que c'est la vocation de l'université d'ouvrir cet espace de débat. Je veux évidemment, avant que vous partiez, et Jean-Claude parlait de l'attention qu'on doit aux autres, je vous dois l'attention sur vos horaires et sur vos propres contraintes. Donc c'est pour ça que nous finissons. Je veux vraiment vous remercier de votre participation, de votre écoute extrêmement attentive. Et j'espère vous revoir très bientôt sur un débat sans doute sur le travail et les nouvelles formes d'organisation. Merci, à très bientôt.